Notre prochain orateur est Victor Dedage, un citoyen journaliste. Le thème, la crucifixion de Julian Assange, un journaliste engagé pour la vérité et la paix. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Dedage, je suis un journaliste citoyen qui a adopté cette tâche depuis maintenant à peu près 30 ans, après avoir découvert l'Amérique latine et d'avoir suivi de très près l'Amérique latine. Je me suis spécialisé sur les révolutions latino-américaines, modernes et passées, et plus particulièrement le Nicaragua et plus tard Cuba. Il était donc naturel que je m'intéresse de très près à toutes les notions de savoir, de liberté de la presse et de comment circuler la propagande. Lorsque Wikileaks est apparu sur la scène internationale en 2010, il était tout à fait normal que nous nous rencontrions quelque part. Et cette expérience de Wikileaks était pour nous, les médias alternatifs, les journalistes alternatifs, littéralement une sorte d'espoir. Un espoir de se défaire, d'avoir à dépendre des informations véhiculées par les médias mainstream que nous décortiquions certes, et que nous analysions, mais voilà-t-il qu'un nouveau média nous offrait des informations brutes et non filtrées. Le modèle de Wikileaks, pour nous, était quelque chose de crucial. Ce modèle, il était le suivant: offrir aux lanceurs d'alerte la possibilité de poster anonymement, donc sans risque de rétorsion ou de punition, des documents authentiques délivrés par des initiés à l'intérieur des entités des systèmes corrompus. Par ailleurs, Wikileaks garantissait, avec son équipe de journalistes et de techniciens, l'authenticité de ces documents. Et la troisième chose, c'est que Wikileaks s'engageait moralement à publier les documents puisque quelqu'un, quelque part, avait pris des risques pour dénoncer des crimes ou des malversations. Ce modèle, donc, était quelque chose d'assez extraordinaire, tout à fait innovateur. Des sites similaires existaient, mais il leur manquait la dimension de la validité des données et la certification de l'authenticité des documents. Vous connaissez en 2010 la publication de la fameuse vidéo Collateral Murder, qui est ce que j'appelle la bande-annonce qu'avait préparé Wikileaks pour toute une série d'autres documents terribles sur la réalité des guerres qu'on voulait nous cacher. Nous étions là avec le phénomène Wikileaks au cœur d'un problème majeur qui est apparu dans le monde post-11 septembre 2001. Ce monde-là, le tournant, après les attentats, se distingue par plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'état de sidération dans lequel le monde s'est trouvé, sous la menace d'un empire américain qui s'est déchaîné avec des paroles comme « vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ». Un deuxième élément, post-11 septembre, c'est l'explosion des services de sécurité de renseignement en termes de volume et en termes de marge de manœuvre des entités qui devenaient de plus en plus tentaculaires, de plus en plus envahissants et de moins en moins contrôlés. Les gouvernements, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, un phénomène, s'arrogeaient le droit de pratiquer de plus en plus dans l'obscurité et de moins en moins dans la transparence. Et quant aux médias, et c'est là le point essentiel, les médias avaient abandonné toute prétention à l'objectivité. On a vu apparaître un phénomène qui s'appelait le embedded journalism, le journalisme embarqué, où là, les grands médias internationaux n'ont même pas fait semblant de faire leur travail. Il était donc logique qu'un média comme Wikileaks, qu'on pourrait qualifier de média 2.0, surgisse peu de temps après ces phénomènes. Il était essentiel pour la démocratie que notre droit de savoir en tant que citoyen soit rétabli. Et ce droit de savoir qui était sacré pour Wikileaks, c'était probablement le plus grand service qu'il pouvait rendre à l'humanité à cet instant-là, au milieu de ces événements-là. À bien y réfléchir, si on se rend compte, et je crois que le public s'en est pas rendu compte immédiatement, mais certains s'en sont rendus compte très rapidement, le modèle que proposait Wikileaks, le modèle de pouvoir permettre à des initiés à l'intérieur des organisations de dénoncer des dérives de façon anonyme, donc avec une certaine garantie d'impunité, c'est important, eh bien ce modèle représentait une menace existentielle pour toutes les structures corrompues. Et j'insiste sur structures corrompues parce que
l'idée qu'ils voudraient que Wikileaks espionnait ou révélait des choses, on comprend bien que Wikileaks ne dénonçait pas et n'a jamais dénoncé des bonnes actions. Ce n'est pas les bonnes actions que les lanceurs d'alerte transmettent en espérant les rendre publiques. Il s'agit bien de malversations et en l'occurrence, parlant des publications de 2010, véritablement de crimes de guerre. Et là, les médias ont fait leur travail d'étouffement d'une certaine façon, puisque de la vidéo, on en parle, des révélations de Wikileaks, on en parle en tant que révélation, mais de leur contenu, on en a très peu parlé. La répression qui s'est abattue sur Julian Assange et Wikileaks était donc à la hauteur de la menace existentielle réelle ou perçue. Il était clair que l'administration américaine, pour faire large et ne pas rentrer dans les détails, était déterminée à ne pas, un, laisser ce modèle fonctionner normalement, et deux, surtout pas se le répéter. Il fallait donc une manœuvre qui soit autre que simplement la neutralisation de l'organisation, mais certainement une manœuvre d'intimidation pour montrer qu'il était dangereux de se battre pour notre droit à l'information. Vous connaissez les accusations de viol qui ont commencé contre Julian Assange, toute cette affaire. Nous avons eu entre-temps la preuve que c'était un coup monté. C'est la journaliste Stefania Marizzi de la Repubblica, journaliste d'investigation italienne, qui nous a obtenu les emails échangés entre les deux procureurs qui montrent une collusion. Nous savons que le mandat d'arrêt émis par le procureur suédois était irrégulier. Nous savons que les Anglais ont été obligés de modifier la loi après avoir arrêté Julian Assange à cause de l'irrégularité de ce mandat d'arrêt qu'ils avaient néanmoins accepté. Nous savons que le piège s'était renfermé autour de la cheville de Julian Assange tel un loup pris dans un piège, et il savait qu'on l'attendait en Suède pour l'expédier aux États-Unis pour le grave crime de nous avoir permis de savoir. Il s'est donc réfugié dans l'ambassade où les Anglais ont mis des moyens extraordinaires du jamais vu pour personne qu'il était formellement accusé de rien, puisque Marianne Ni, la procureure, n'avait fait que lancer une enquête préliminaire et rien d'autre. 7 ans dans une ambassade de 70 mètres carrés, sans avoir vu la lumière du jour, Wikileaks a pu continuer à agir, continuer à fonctionner, a même été plus loin en sauvant, je crois, la vie de Edward Snowden, en organisant son évasion, si je puis dire, de Hong Kong. Peu de gens le savent, mais Edward Snowden doit sa liberté actuelle à Julian Assange. Malheureusement, toutes les tentatives pour régulariser sa situation, toutes les tentatives pour instaurer des couloirs humanitaires pour le soigner de sa maladie pulmonaire, de ses problèmes d'épaule, de sa dent cassée, tout a échoué à cause principalement de la mauvaise volonté de la Grande-Bretagne qui a traité Assange pire que ce qu'ils ont traité, par exemple, le dictateur Pinochet, qui en son temps avait bénéficié d'un hôtel 4 étoiles et de mesures humanitaires, n'est-ce pas? La détermination d'attraper Assange était donc affirmée haut et fort, avec une ambassade entourée nuit et jour par des policiers britanniques pour un coût du contribuable américain de plusieurs dizaines de millions de livres sterling. Plus tard, vous le savez, le gouvernement équatorien changera. La trahison du nouveau président Lénin Moreno se fera en rase campagne. Il reniera tous les engagements pris, il violera la Constitution et on apprendra presque en même temps que Julian Assange avait fait l'objet d'un espionnage en règle par la société même qui était chargée de la sécurité de l'ambassade, UC Global, qui est actuellement en procès à Madrid. Que Lénin Moreno trahira toutes ses promesses, y compris auprès de ses propres électeurs, violera la Constitution équatorienne elle-même, rendra la vie impossible à Julian Assange, tentera par tous les moyens de l'obliger, de le pousser à l'extérieur, en lui coupant, par exemple, le chauffage dans sa chambre, en changeant le personnel qui est très agressif avec lui, en instaurant des conditions de visite impraticables, en coupant son communication Internet, en l'accusant d'organiser un centre d'espionnage mondial à partir de l'ambassade, bref, en l'accusant même d'étaler ses excréments sur les murs de l'ambassade. C'est ce qu'a dit le président de l'Équateur lors d'une conférence de presse. Bien entendu, on ne savait pas à l'époque que tout était enregistré et filmé
et que tous les délires qui ont entouré les accusations contre Julian Assange allaient pouvoir être démontrés grâce justement à leur propre espionnage. Ce simple fait d'avoir été espionné, y compris sur ses avocats et sur les journalistes qui l'ont visité, et même ses médecins, devrait, à cause de la violation du privilège client-avocat, aurait dû rendre tout procès impossible en Angleterre. Mais comme on verra tout au long de cette affaire, la légalité n'a rien à faire dans cette histoire. Il s'agit de mettre la main sur le plus grand journaliste du XXe siècle, XXIe siècle. Et d'ailleurs, comment vont-ils procéder? Ils vont procéder par une campagne de propagande qui va s'infiltrer dans les esprits tout doucement pendant 10 ans, où des légendes urbaines vont apparaître sur ce qu'a fait Wikileaks, qu'aurait dû faire Wikileaks, les crimes apparemment qu'aurait commis Wikileaks, et aussi sur la personne de Julian Assange présenté comme un mythomane, comme un misogyne, parfois comme un antisémite, bref, toutes les armes connues pour détruire la personnalité de quelqu'un. Cette campagne, en fait, n'était pas une surprise, elle avait été à peu près dessinée par une de ces sociétés privées du renseignement qui gravitent autour de la CIA, de la NSA et toute cette bande-là. Nous parlons ici de la société Stratfor, qui était une des principales sociétés chargées de la lutte contre Wikileaks. Et nous le savons parce qu'une fuite de la société a été transmise à Wikileaks. Quand Julian Assange a été finalement extirpé de l'ambassade, arraché de l'ambassade, en violation du droit international et même de la Constitution équatorienne, il n'aura fallu qu'un quart d'heure pour le juge britannique de d'abord l'insulter et ensuite de le condamner à 50 semaines de prison pour avoir violé quoi? Ses conditions de libération surveillées, ce qui est une peine qui n'a jamais été aussi sévère pour quelqu'un ayant commis un tel délit. Surtout, il l'a commis pour aller chercher refuge et asile dans une ambassade. Mais il ne sera pas simplement condamné à 50 semaines, il sera condamné à 50 semaines dans quoi? Dans une prison de haute sécurité. Nous verrons que c'est le seul cas, à ma connaissance, en Grande-Bretagne, qu'un journaliste accusé de rien, en détention préventive, soit enfermé dans une prison, rien que moins qu'une prison de haute sécurité. La deuxième surprise qui va mais pas vraiment une surprise, qui va surgir, c'est lorsque justement à ce moment-là, comme par hasard, à ce moment-là, la Suède, en tout cas la procureure suédoise Marianne Ny, décide que finalement, et comme ça tombe bien, d'abandonner l'affaire. Elle l'avait déjà fait en 2007 pour le rouvrir. En fait, les Suédois l'ont fermé, ouvert 3 fois. Parce qu'il fallait laisser la place aux véritables acteurs de cette farce. Je nomme le département de justice des États-Unis, qui pendant tout ce temps était caché derrière les rideaux au fond de la scène, mais on voyait bien leurs chaussures qui dépassaient sous les rideaux. Et les voilà qui se sont présentés, ils ont demandé l'extradition de Julian Assange. Alors déjà, si on s'arrête sur les termes et on réfléchit aux mots, parce qu'ici, on est en pleine propagande, l'extradition. Déjà là, on est en plein dedans. Une extradition, c'est renvoyer quelqu'un vers un pays où il a commis un crime ou le renvoyer vers un pays où il a été condamné pour purger une peine. Julian Assange est un Australien, bizarrement qualifié de traître aux États-Unis, un traître. C'est un journaliste qui a travaillé en Europe, dont la maison d'édition est basée à Reykjavik, en Islande. Il ne s'agit donc pas, en réalité, d'une extradition. Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Il s'agit simplement d'une habitude américaine bien implantée qui consiste à exercer une extraterritorialité, une nouvelle extraterritorialité après leur loi d'embargo. Voilà les Américains qui ont décidé d'appliquer sur une vieille loi de 1917, The Espionage Act, une extraterritorialité à un journaliste américain, australien, justement. Il ne s'agit donc pas d'une extradition au sens strict du terme. Le terme employé par la presse et par le ministère de la Justice consiste à enfumer le public pour cacher le fait suivant. Julian Assange fait l'objet d'une forme sophistiquée de rendition, d'enlèvement forcé, de kidnapping sur le sol britannique, déguisé en une extradition. S'agissant de Londres, s'agissant de l'Europe, surtout de Londres, c'est à peu près l'équivalent
de lui mettre une cagoule sur la tête et de le jeter dans le coffre d'une voiture et de l'emmener dans un terrain vague. Pas une seule personne n'a trouvé une anomalie, n'a levé le doigt pour s'interroger sur qu'est-ce qui se passait exactement. Alors, les légendes urbaines et les campagnes de propagande ont essayé de transformer Julian Assange et Wikileaks en une sorte d'organisation terroriste. C'est ainsi qu'il a été qualifié. Agent de forces russes, bien sûr, et toute une panoplie d'épithètes qui ont surtout servi à effacer tout doucement, les années passant, à effacer du public la mémoire de Wikileaks et de Julian Assange qui, en 2010, avait fait la une du Monde et du Time Magazine. C'était l'homme de l'année, l'organisation de l'année. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous demandent qui est Julian Assange. Ah oui, Wikileaks, ça me rappelle quelque chose. La plus grande aventure de presse du XXIe siècle, l'expérience la plus prometteuse a été littéralement effacée du conscient collectif. Le procès qui s'est finalement tenu le 7 septembre aura vu la même stratégie appliquée. Les Américains changeront plusieurs fois de chef d'inculpation. Le public connaît les premières qui ont été lancées au mois de février, mais au mois d'août, hors délai, les Américains ont présenté toute une nouvelle série d'accusations qui n'avaient rien à voir avec les premières. Et pendant le procès, ils ont encore changé d'argument et de fusil d'épaule en interrogeant des témoins qui étaient préparés à des chefs d'inculpation qui dataient de 7 mois, à tel point qu'ils ont même essayé de déstabiliser un des importants témoins, Daniel Ellsberg, en lui envoyant 300 pages à 3 heures du matin, qui devait témoigner à 6 heures du matin. Pendant ce procès, on a vu les Américains, finalement, dire à voix haute ce que tout le monde savait, c'est qu'ils se réservaient le droit de venir chercher n'importe quel journaliste, n'importe où dans le monde, sous le Espionage Act de 1917. On a vu un procès qui a failli se tenir à huis clos, qu'on a essayé de faire tenir à huis clos en refusant nommément la présence d'une 50aine d'ONG, où 90 journalistes avaient été accrédités et pas un seul n'est venu, où dans la salle, il n'y avait que 4 personnes et quelques rares témoins qui pouvaient nous communiquer le déroulé des opérations. On a vu des avocats américains extrêmement agressifs vis-à-vis des témoins, mais perdant pied face à des témoins d'une solidité exceptionnelle. Perdant pied à tel point qu'on a vu l'avocat américain Lewis s'en prendre à son propre témoin après avoir oublié que c'était son témoin, tellement il était agacé de ne pas recevoir les bonnes réponses. Cette opération donc d'enlèvement de Julian Assange qui est en train de se passer sous nos yeux va probablement aboutir, malgré tous les efforts, à cause d'un événement parallèle à ce procès, c'est le silence des médias. Nous avons, la solidarité, plusieurs centaines de personnes ici en France, tenté par tous les moyens d'alerter de la dangerosité de ce qui vient d'être fait, l'extraterritorialité des lois américaines et leur annonce que finalement aucun journaliste n'était tranquille nulle part. La justification de la poursuite d'un journaliste à l'étranger, c'est important, c'est intéressant. Leur justification, c'est puisqu'ils ont publié sur Internet, c'est comme s'ils avaient publié partout dans le monde, donc aux États-Unis. À bon entendeur pour tous ceux qui voudraient défendre notre droit de savoir, qui croient, qui penseraient qu'ils seraient à l'abri ailleurs, loin, eh bien non. Apparemment, le paradigme est en train de changer, un nouvel ère est en train de s'ouvrir, et dans le silence le plus absolu, nous allons probablement basculer dans une guerre de l'information comme nous ne l'avions jamais vu. Il est clair que les personnes visées ne sont pas les journalistes mainstream, mais bien les vrais journalistes d'investigation et ce qu'on appelle les médias alternatifs. En guise de conclusion, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est imaginer un monde avec Wikileaks, un monde sans Wikileaks, décidez de quel monde vous préférez, quel est le monde que vous préférez et agissez en conséquence. Merci.